Libéralisme, quel mot n'assigne-t-on pas à ce mot? Pratiquement aucun. Et c'est tout l'objet de ce livre, Pulp Libéralisme, que de revenir sur tous les reproches que l'on peut faire, à raison ou à tort, sur le libéralisme. Et oui, les idées reçues ont la vie dure, c'est même à ça qu'on les reconnaît, dit-on. Figurez-vous que pas moins de 36 idées reçues sur le libéralisme sont décortiquées et analysées dans ce livre. Évidemment, pour votre plus grand déplaisir, je n'aurai pas le temps ni le courage d'ailleurs de toutes les aborder. C'est pourquoi je me limiterai à celles qui me semblent être les plus répandues. Mais revenons sur la base et sur une chose que j'ai apprise de ce livre. Une chose absolument essentielle à partir de laquelle nous allons pouvoir embrayer sur le reste de la vidéo. Cette chose essentielle, c'est la définition, car figurez-vous que grâce à ce livre, oui, grâce à ce livre, j'ai appris à définir simplement le libéralisme. Notez d'ailleurs que je me cantonnerai ici au seul libéralisme économique. Parce que le libéralisme, bien évidemment, ça n'est pas qu'une doctrine économique. C'est aussi toute une philosophie qui y est associée. Une philosophie de l'homme libre qui s'auto-construit. De l'homme ou de la femme ou de l'individu non-binaire qui est entièrement propriétaire de lui-même et dont les relations avec autrui sont déterminées, sont régies par des contrats. Que ceci soit écrit ou non d'ailleurs. Et je dirais même plus, que ceci soit conscient ou non. Ce que veut un libéral, c'est laisser le marché s'exprimer. Pour lui, le marché est régi par tout un tas de mécanismes que l'État ne doit surtout pas enrayer. Ces mécanismes sont perçus par les libéraux comme véritablement ce qui se fait de mieux en matière d'allocation des ressources. Il ne faut donc surtout, mais alors, surtout pas lutter contre ce que le marché a voulu. Car ce à quoi il conduit, c'est naturellement ce qu'il y a de meilleur. Nul besoin donc d'élaborer des comptes d'apothicaire en essayant tant bien que mal de planifier l'économie. À présent que nous avons posé la question de la définition, eh bien on peut embrayer sur le reste de la vidéo. Et donc, sur la première idée reçue. C'est parti. Le don est-il vraiment volontaire quand il est obligatoire? Est-on vraiment solidaire quand on nous force à être solidaire? Question intéressante, n'est-ce pas? En même temps, elle est de moi, c'est normal. L'auteur passe une partie non négligeable de son ouvrage à essayer de nous expliquer que la solidarité à la française n'a absolument rien à voir avec de la générosité. Pourquoi, me direz-vous? Évidemment. Eh bien parce que, par définition, ce qui est obligatoire n'est pas volontaire. Et que le don repose justement sur le volontariat. C'est un acte gratuit, enfin, façon de parler, qui n'est pas là pour venir sanctionner une quelconque obligation légale. C'est beau, c'est magnifique. Bien sûr que j'ai envie de croire en une humanité qui n'a pas besoin de l'impôt pour se montrer solidaire. Et bien sûr que je trouve l'impôt évidemment injuste, particulièrement quand il me touche. Est-ce que tout le monde, demain, parce que l'impôt aura été supprimé, ira spontanément donner son argent aux associations? J'en doute. De mon point de vue, il me semble que c'est bien plus l'immixtion de la logique marchande dans tout un tas de secteurs où jusqu'à présent elle n'avait pas cours qui met fin à ce genre de solidarité. Un autre élément qui, de mon point de vue, met cette solidarité en danger, c'est la déconnexion du réel que produit le fait d'être immensément riche. Et oui, les 0,1% d'individus les plus riches ne vivent pas dans le même monde que nous. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. Il ne s'agit bien sûr pas d'essentialiser le riche et de le réduire à sa qualité de riche et en arguant qu'il est exclu du genre humain par ce seul fait. Mais force est de reconnaître qu'il est exclu du monde où vit 90% de la population. Parce que quand même, il est sacrément plus facile d'être libre quand on est riche que quand on ne l'est pas. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Par ailleurs, qui dit libéralisme dit liberté de donner pour ceux à qui on choisit de donner. Et bien souvent en faveur de nos seuls petits intérêts. Est-ce que la somme de nos intérêts particuliers se prononce en faveur de l'intérêt général? J'en serais pas si sûr. Si on commence à ne plus donner que pour les problèmes pour lesquels on est directement concerné, alors on est mal barré. Et puis à notre époque où tout n'est plus que communication, où le monde n'est plus qu'une immense scène de théâtre, méfiez-vous que le don ne soit pas là aussi instrumentalisé par des milliardaires ou des millionnaires désireux d'épouser les nouvelles figures de la mythologie moderne que sont les Bruce Wayne et autres Tony Stark. Je songe à certains milliardaires qui se présentent aux yeux du monde comme des philanthropes, à l'image d'un George Soros pour ne pas le nommer. Philanthrope autoproclamé qui n'a en réalité d'autre but que de faire avancer la société dans un sens favorable à ses intérêts, quitte à user de tout son poids financier et quitte à instrumentaliser au dernier degré les organisations humanitaires qu'il finance. Méfiez-vous qu'il ne transforme le don en un don qui humilie celui à qui on le fait ou en un don qu'on prend bien le soin de montrer à la caméra. Matthieu chapitre 6 versets 3 et 4.
Pour l'auteur, le salaire minimum, autrement dit en France le SMIC, est une aberration. Non, il est décidément bien trop élevé. Et il ne permet pas à quantité de gens d'être employés pour ce qu'ils valent vraiment, à savoir pas grand-chose. Pour tout libéral qui se respecte, ça n'est pas à l'État de déterminer le juste niveau de rémunération, mais au seul marché. Au seul, au tout-puissant, au sacro-saint marché. De fait, le SMIC empêche les employeurs de recruter pour moins que le SMIC. Ça paraît logique, même s'il oublie au passage le travail au noir. Cela empêche certaines personnes au chômage de travailler pour un salaire moindre et ce faisant, si on suit donc la logique de l'auteur, Daniel Touré, eh bien, cela fait augmenter le chômage. Et on ne peut que lui donner raison. Si on pouvait faire travailler les gens pour 1 euro de l'heure ou 50 centimes de l'heure, je m'empresserais de prendre un monteur, qui alors ne serait plus au chômage. Sauf qu'un plein emploi où la moitié des gens travailleraient pour un salaire qui ne leur permettrait même pas de payer leur loyer, c'est pas vraiment ce que j'appelle un progrès. Et c'est pas mieux que d'avoir le taux de chômage actuel. Mais revenons à notre monteur. Bon, certes, il n'est pas dit que pour 1 euro de l'heure, j'arrive à trouver quelqu'un. Alors disons 150 euros de l'heure. Alors là, c'est sûr, j'arriverai à trouver quelqu'un. Mais quelqu'un pour faire contre de l'argent le même travail que je fais absolument gratuitement. Car je le rappelle, pour l'instant, je n'ai jamais gagné un seul centime avec mes vidéos. Et pourtant, je me suis lancé pour ça. Pour faire un max de thunes précisément. Mais alors, quel est le juste prix de ce travail 0 euros de l'heure ou 150 euros de l'heure? Parce que si on suit la logique de l'auteur, c'est-à-dire la logique libérale, si je ne gagne rien avec mes vidéos, c'est parce que mes vidéos ne valent rien. Après tout, le marché est optimum, intelligent sans le savoir. Et il fixe donc naturellement les niveaux de prix les plus appropriés à chaque prestation ou produit. Si quelqu'un est prêt à payer ce prix-là, c'est que ça vaut ce prix-là. C'est l'idée. Après, on en pense ce qu'on veut. Et d'ailleurs, si demain, je rentre dans les conditions permettant de monétiser mes vidéos qui seront pourtant strictement identiques passeront d'une valeur de 0 euros à quelques euros. Je ramènerai ici notre ami aux salles des ventes où les commissaires-priseurs sont régulièrement étonnés de voir parfois l'engouement qu'il peut y avoir autour de certains objets pour lesquels les acheteurs sont pris par de véritables pulsions d'achat et finissent par acheter des biens à des prix complètement déconnectés de leur réelle valeur. Et tout ceci pourquoi, mes amis Pour le seul plaisir d'avoir emporté l'enchère pour quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, ou plutôt de l'ordre de la passion, comme aurait dit Pascal. Mais à part cela, le marché est optimum. Mais revenons à nos moutons. Et notamment un argument qui me semble pertinent que donne l'auteur concernant cela. Pour lui, l'État, d'une certaine façon, admet déjà l'existence d'emplois payés en dessous du SMIC. C'est le cas des emplois aidés, des stages et de tous les dispositifs qui viennent supprimer un certain nombre de cotisations fiscales. Notez bien ici que ce n'est pas le salarié qui touche moins que le SMIC, mais l'entreprise ou la collectivité qui embauche le dit salarié qui paiera son employé moins que le SMIC. Le complément étant ici fait par l'État. Donc effectivement, c'est un dispositif qui réduit le coût du travail pour l'employeur, que celui-ci soit une collectivité ou une entreprise. C'est marrant parce que finalement, si on y regarde bien, ça conduit un libéral à nous dire, d'une manière détournée certes, que les contrats aidés, ça marche. La mondialisation, comme a raison de le souligner notre auteur, est un phénomène qui ne date pas d'hier. Maintenant que nous avons découvert toute la Terre, les frontières de la mondialisation sont celles de la Terre. Mais autrefois, mondialisation, il y avait tout autant. À ceci près qu'il n'y avait pas Internet et que l'océan d'alors s'appelait Méditerranée. Je sais bien évidemment que la Méditerranée est une mer, mais c'est une figure de style. Réécoutez la phrase et je pense que vous comprendrez l'idée que j'essaie de véhiculer. Enfin, j'espère. Pour notre auteur, le libéralisme ne conduit pas naturellement à la mondialisation. Non. Après tout, rien n'oblige le consommateur à acheter des produits étrangers. Certes, sauf précisément quand le produit en question n'est produit qu'à l'étranger. Auquel cas, nous n'avons d'autre choix que d'acheter des produits étrangers et de prier pour que peut-être un jour, ces produits-là soient enfin fabriqués un peu plus près de nos contrées. Par ailleurs, l'auteur déplore le langage par trop guerrier, souvent utilisé pour décrire les relations commerciales. À ce titre, permettez-moi de citer Frédéric Bastiat. Bannissons de l'économie politique toutes ces expressions empruntées au vocabulaire des batailles. Lutter à armes égales, vaincre, écraser, étouffer, être battu, invasion, tribu. Que signifient ces locutions ? Pressez-les et il n'en sort rien. Nous nous trompons. Il en sort d'absurdes erreurs et de funestes préjugés. Ce sont ces mots qui arrêtent la fusion des peuples, leur pacifique, universelle, indissoluble alliance et le progrès de l'humanité. Eh bien moi, je trouve que nous avons là un indice. Un indice de quoi, me direz-vous ? Un indice du refus d'appréhender et du refus d'assumer les relations commerciales pour ce qu'elles sont aussi, à savoir la poursuite de la guerre et de la rivalité entre les nations
par d'autres moyens. Ainsi, pour un libéral, les seuls mécanismes du marché, ainsi que les mécanismes du droit, et particulièrement ceux du contrat mutuellement consenti, qui est vraiment l'emblème du bon libéral, tout ceci est censé conduire à l'avènement d'un monde pacifique. Et je dirais même, pour reprendre une expression dont vous chercherez l'origine, que les mécanismes que je viens de citer sont censés pouvoir permettre la coexistence pacifique d'un peuple de démons. S'il y a bien une chose qu'un libéral aime au moins autant que le marché, c'est bien la libre concurrence. C'est l'idée qu'en laissant la concurrence faire, va naturellement émerger ce qu'il y a de mieux pour le consommateur. Pourquoi ? Comment ? Parce que c'est comme ça. Aucune précision n'est d'ailleurs donnée sur les conditions dans lesquelles s'exerce cette libre concurrence. Il n'est pas question d'une concurrence libre et non faussée, pour reprendre les termes de l'Union européenne, laquelle est à ses yeux une institution communiste, horrible, quasiment soviétique. Elle n'est pas assez libérale à ses yeux. Et d'ailleurs, pas grand-chose n'est assez libéral à ses yeux. Alors donc, la concurrence fait émerger quelqu'un ou quelque chose. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ce qui émerge est nécessairement ce qu'il y a de meilleur? Non, celui qui émerge, c'est celui qui a peut-être été le plus intelligent pour émerger. Pour tuer la concurrence, pour savoir se construire la meilleure image, mais pas nécessairement pour fabriquer les meilleurs produits. Bref, c'est le mieux adapté qui a émergé. Mais il ne faut pas confondre le mieux adapté et le meilleur. Sauf qu'il y a quand même une certaine violence inhérente à la concurrence. Oui, je fais des rimes sans le vouloir. Et d'ailleurs, pour une fois, l'auteur admet cela. Enfin, il n'admet pas tout à fait cela, mais il admet quand même que la concurrence puisse être parfois mal vécue. Si, il le dit. Timidement, certes, mais il le dit. Mais pour lui, la disparition de certains producteurs, et donc la disparition de plusieurs milliers d'emplois qui vont avec, est le prix à payer pour offrir aux consommateurs ce qu'il y a de meilleur. Pour un libéral, il n'y a pas de tragédie particulière à ce qu'une industrie disparaisse. Après tout, par le passé, il y a quantité d'emplois qui ont disparu. Il suffit donc aux travailleurs de se reconvertir dans les secteurs porteurs. Mais encore faut-il pouvoir se former, et se former parfois sur le tard. Tous ces gens qui prennent ce modèle confortablement assis depuis 30 ans sur leur fauteuil d'universitaire ou de député, seraient-ils, eux, prêts à le faire? J'en doute. Et d'ailleurs, j'ai fait l'an passé une formation professionnelle et je dirais qu'environ 30 à 40% des gens qui en faisaient partie avaient plus de 40 ans et étaient en reconversion professionnelle. D'autant plus que pour certains, c'était la première fois qu'ils touchaient un clavier d'ordinateur. Ainsi, pour lui, c'est la concurrence qui a permis d'améliorer de manière spectaculaire notre niveau de vie depuis 2 siècles et qui va continuer à le faire dans les siècles prochains. Ah, c'est beau l'espoir. Moi, il me semblait que c'était plutôt les grandes découvertes scientifiques qui avaient permis cela. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le but premier d'une entreprise, ça n'est pas de créer de l'emploi. C'est de créer un bien ou un service. Et de commercialiser ce bien ou ce service pour pouvoir réaliser du profit. Eh bien, figurez-vous, les amis, que je me suis rendu compte que j'étais libéral. Oui. Je me suis dit, la concurrence, quand elle n'est pas basée sur du dumping social, après tout, pourquoi pas? Sauf qu'après cela, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ah oui, mais non. Bah oui, parce que si elle n'est pas basée sur le dumping social, elle sera basée sur autre chose, sur la concurrence effrénée entre les salariés des 2 boîtes qui sont en concurrence, lesquels ne travailleront jamais assez vite, jamais assez dur et jamais autant que l'entreprise concurrente. Donc il y a quand même bien des gens qui la subissent, cette concurrence. Ce n'est d'ailleurs pas toujours la concurrence qui pousse à mettre la pression sur les salariés, mais aussi parfois le consommateur. Le consommateur toujours plus exigeant. Prenons l'exemple du jeu No Man's Sky qui, à sa sortie, était loin, il est vrai, de tenir toutes les promesses faites. Mais franchement, est-ce que ça justifiait toute cette haine? Et que s'est-il donc passé? Eh bien, il a fallu rapidement sortir des mises à jour, des patchs pour corriger le contenu buggé, et surtout pour ajouter tout ce contenu qui faisait alors défaut. Et il fallait le sortir vite. Et sur qui pensez-vous que la pression est tombée? Sur les salariés, sur les développeurs. Aujourd'hui, le jeu a été corrigé et notablement enrichi. Mais aujourd'hui, y en a-t-il beaucoup pour saluer tout le travail abattu par les développeurs depuis 2 ans pour rendre leur jeu toujours plus riche? Y en a-t-il beaucoup pour rendre hommage à ces héros de l'ombre? Y en a-t-il beaucoup pour s'excuser du comportement d'enfants capricieux qu'ils ont pu avoir? Non, le consommateur a tous les droits, mais surtout,
de se plaindre lorsqu'un produit ne tient pas ses promesses. Et pire, peut-être que ce même consommateur capricieux aura l'audace, oui, je dis bien l'audace, de dire que le contenu désormais riche de ce jeu est de son fait, et du fait justement qu'il se soit plaint. De l'autre côté, on a des jeux bien moins ambitieux, eux, qui se contentent simplement de donner au consommateur ce dont il a envie, le produit auquel il s'attend. Et bien sûr, le consommateur n'y verra que du feu et ira dire que c'est un très bon jeu, sans bien sûr se dire que en fait il resserre la même formule d'année en année. Mais bon. Bref, ceci était une petite parenthèse. Toute petite. Je conclurai cette partie par un petit commentaire d'une citation de Frédéric Bastiat. Et après tout, qu'est-ce que la concurrence? Est-ce une chose existante et agissant par elle-même comme le choléra? Non. Concurrence, ce n'est qu'absence d'oppression. En ce qui m'intéresse, je veux choisir pour moi-même et ne veux pas qu'un autre choisisse pour moi, malgré moi. Voilà tout. Et si quelqu'un prétend substituer son jugement au mien dans les affaires qui me regardent, je demanderai de substituer le mien au sien dans les transactions qui le concernent. Où est la garantie que les choses en iront mieux? Il est évident que la concurrence, c'est la liberté. Détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer. C'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. De quelque côté qu'ils partent, voilà où aboutissent toujours les réformateurs modernes. Pour améliorer la société, ils commencent par anéantir l'individu, sous prétexte que tous les maux en viennent, comme si tous les biens n'en venaient pas aussi. C'est vrai, tout bon dramaturge sait que pour faire un véritable héros, il faut que le héros en question fasse des choix drastiques, des choix difficiles, des choix qu'on serait tenté de ne pas faire ou de repousser sans cesse au lendemain. Tel est le prix de la liberté. Mais ne limitons pas le choix des hommes au seul choix économique, au seul choix de consommation, au CBO plutôt qu'au Big Mac, avec tout le respect que j'ai pour le Big Mac bien sûr. Pour lui, le système de santé américain est trop étatisé. Les USA sont soviétiques. Alors je pense que quand on a un auteur qui nous dit que le système de santé américain est soviétique, je pense qu'on peut affirmer sans mal qu'on a affaire à un auteur qui est plutôt libéral. Toujours critiquer le monopole quand il est le fait d'un État et surtout, mais alors surtout, ne jamais critiquer le monopole quand il est le fait d'une entreprise privée. Par ailleurs, l'État n'a aujourd'hui pas le monopole en matière de remboursement des soins. Il a le monopole de la fixation des tarifs conventionnés et partant de la base de remboursement. Du tarif sur la base duquel la sécurité sociale va rembourser à 70%. On pourrait faire, je crois, un parallèle avec l'Union soviétique. En Union soviétique, si l'économie dysfonctionnait, c'était systématiquement du fait des saboteurs. Aujourd'hui, les libéraux accusent l'État d'être à l'origine des dysfonctions de l'économie de marché. En effet, il y a toujours trop de réglementations, toujours trop d'obstacles, toujours trop de freins au libre-échange des biens et des services. Après, pour parler du système de soins et de son contrôle par l'État, là encore, ça mérite nuance. Pourquoi ça mérite nuance? Eh bien parce qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a effectivement les médecins du secteur 1 qui sont tenus au tarif de consultation fixé par la Sécu et donc remboursés à 70% plus une part prise par la mutuelle et 1 euro à la charge de l'assuré. Et puis il y a le secteur 2 où les praticiens sont autorisés à appliquer des tarifs libres. Alors là, c'est open bar puisque les dépassements d'honoraires ne sont limités que par le seul principe du tact et mesure. Très concrètement, ça veut dire que parfois des gens sont obligés de s'endetter pour pouvoir se soigner. Et ce qui est génial, c'est que les gens sont obligés de se soigner, donc ils sont obligés de s'endetter. Si je peux, à la rigueur, comprendre les dépassements d'honoraires s'agissant des opérations d'une grande technicité ou nécessitant l'investissement dans du matériel onéreux, j'ai plus de mal à les comprendre pour les opérations réalisées à la chaîne en moins d'une demi-heure. Bref, je ne vais pas m'étaler outre mesure sur ce sujet qui mériterait à lui seul toute une vidéo. Sauf que ce que l'auteur oublie de dire, c'est qu'il y a tout un tas de services qui, parce qu'ils ne sont pas rentables, ne seront jamais assurés par le secteur privé. Et ce n'est d'ailleurs pas parce qu'un service n'est pas rentable qu'il n'est pas indispensable. Eh oui. Le libéralisme en matière d'installation des médecins, ça donne les déserts médicaux aussi. Et ça donne des communes tenues d'investir pour permettre à du personnel médical de s'installer sur leur territoire. Alors évidemment, j'imagine que notre auteur s'offusque de cela. Qu'il s'offusque à l'idée qu'une commune utilise les deniers publics pour soutenir les gens qui y résident en aidant à la mise en place d'un service indispensable. Personnellement, mon offuscation ira vers d'autres choses que ça. Mais bon, après, chacun ses priorités. On ressort de la lecture de ce livre plus instruit en effet sur le libéralisme, mais tout de même avec la sensation d'avoir affaire, et je ne le lui reproche pas, à un auteur extrêmement partisan. Un auteur pour qui, si on laissait seulement le libéralisme s'exprimer, celui-ci pourrait nous sortir de peu ou prou toutes les situations. Je lui reproche d'accuser quiconque ne respecte pas le strict cadre du libéralisme d'être un étatiste absolument
invétérés. Et c'est marrant de constater que les anarcho-capitalistes accusent les libéraux classiques d'être eux-mêmes des étatistes convaincus. Pour information, les anarcho-capitalistes, ce sont ces libéraux qui veulent absolument zéro État. Car rappelons quand même qu'un libéral normal accepte l'idée d'un État limité, certes, limité aux prérogatives régaliennes que sont la police, l'armée et la justice, mais d'un État quand même. Qui pouvant le plus, pouvant le moins, puisqu'un libéral admet que ces compétences-là, la police, l'armée, la justice, puissent être mieux exercées par l'État qu'elles ne le seraient par un acteur privé, pourquoi ne peuvent-ils donc admettre que l'objectif de protection de la santé est susceptible, lui aussi, d'être potentiellement mieux assuré par l'État qui ne cherchera pas dans ce domaine si crucial qu'est la santé à réaliser du profit? Et je n'ai aucun souci avec l'idée de réaliser du profit. Mais en revanche, j'ai un souci quand la logique du profit vient s'immiscer dans des sphères où, en principe, celle-ci ne devrait pas avoir cours. Je songe, puisqu'on est dans le domaine de la santé, aux mutuelles par exemple. Et je trouve cela d'autant plus grave compte tenu du fait que les mutuelles se parent, pour se donner une bonne image, des valeurs mutualistes qu'en réalité elles passent leur temps à violer. Et voilà. Ce n'était pas tout ce que j'avais à dire sur ce livre, mais c'était, je crois, l'essentiel de ce que j'avais à dire dessus. Et maintenant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien, et je vous prie bien sûr de m'excuser pour le temps que j'ai pris à sortir cette vidéo, mais j'étais excessivement occupé. Excessivement. Vraiment, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre à peu près 3 mois, ou je sais pas combien de temps à sortir cette vidéo. J'espère en tout cas que l'attente en valait la chandelle, si j'ose dire. Et je vous dis, voilà, passez un bon moment. Enfin bref, je dis de la merde.